L'école catholique hors contrat Saint-Pierre-Julien-Aymar, fermée depuis mardi, a rouvert son portail aux élèves ce jeudi. Le maire de la ville avait pris un arrêté pour une série de non-conformités, mais l'a abrogé après avoir reçu les documents requis. 114, c'est le numéro d'urgence pour les personnes sourdes et ou aphasiques, alors que 450 000 personnes sont en incapacité de téléphoner en France. Et le chantier de rénovation de la Tour Perret avance bien. L'architecte de ces travaux, François Botton, est l'invité de notre journal. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du jeudi 15 février. Bienvenue à tous. Alors que mardi après-midi, le maire de Mélan avait prononcé la fermeture de l'école hors contrat Saint-Pierre-Julien-Aymar, Philippe Cardin a abrogé son arrêté permettant à la quarantaine d'élèves de maternelle et élémentaire de reprendre les cours à 13h ce jeudi. Le maire avait pris cette décision de fermeture de l'établissement en raison de potentielles anomalies de sécurité dues au dysfonctionnement de plusieurs équipements. Établissement géré par la fraternité Saint-Pédis, une congrégation catholique extrême en conflit avec le maire depuis plusieurs années, mais il assure qu'il n'y a aucun lien entre les affaires juridiques précédentes et la fermeture de l'école. Nous avons reçu en mairie les pièces qui étaient demandées par une mise en demeure depuis le 11 janvier dernier à la fraternité Saint-Pédis. Donc l'étude de ces pièces hier nous a permis de constater que les travaux de sécurité ont été faits et donc que l'arrêté de fermeture n'avait plus lieu d'être. Donc hier soir, j'ai pris un nouvel arrêté abrogeant l'arrêté précédent. J'ai été attaqué par la fraternité Saint-Pédis en diffamation et j'ai gagné par 2 fois. Donc non, il n'y a pas de rapport. En revanche, je suis vigilant pour la sécurité des enfants. Et bien sûr, encore plus avec la fraternité Saint-Pédis qui a quelquefois manqué, en tout cas ces dernières années à Mélan, manqué aux règles de sécurité. Une décision de fermeture de l'établissement et des conflits que les parents d'élèves ont tout de même du mal à comprendre. On est donc le 15 février, le maire a pris un arrêté le 12, donc après qu'on ait envoyé les éléments en réponse à la mairie de Mélan. Et donc, on ne comprend pas pourquoi en fait, le maire a souhaité prendre cet arrêté de fermeture alors que nous avions répondu favorablement à toutes les injonctions qui nous étaient faites en termes de sécurité. Ce qu'on considère, nous, en termes d'émotion, comme étant de la mauvaise foi, mais qui fait qu'ils ont confondu la légende et le motif d'insécurité qu'il y avait dans les documents. Donc on ne comprend pas, voilà. On est complètement dans l'incompréhension. Enfin, l'aspect sécuritaire est indéniable, enfin, en tout cas c'est une prérogative du maire, donc je comprends aussi qu'il prenne ses responsabilités. Sans vouloir faire de procès d'intention, il se trouve, on n'est pas loin de supposer, on peut imaginer que le contexte général, l'appréciation que peut avoir le maire sur notre école a joué dans cette façon d'agir. On aurait bien aimé que dans son arrêté d'abrogation, le maire reconnaisse son erreur. Or, dans les considérants de son arrêté, il ne fait que dire qu'il a pris connaissance, il a pris en compte la réponse qui avait été faite par l'avocat de l'école le 12 février. Mais s'il l'avait lu à temps, il n'aurait pas pris cet arrêté. C'est une décision qui, si elle avait été attaquée par le tribunal, je pense qu'elle aurait été en référé-liberté assez rapidement annulée. Quoi qu'il en soit, les élèves ont bien repris l'école ce jeudi après-midi. Sourds, sourds-aveugles, aphasiques, comment font-ils pour appeler les secours en cas d'urgence? Victimes ou témoins d'une telle situation, ces personnes peuvent contacter un numéro spécial, le 114. Depuis un smartphone, via une application ou un ordinateur, elles peuvent alerter les services de secours en communiquant en langage des signes. Voici les détails dans ce reportage de Mirko Pesci. Comment font les millions de personnes ayant des difficultés à parler pour contacter les secours? La réponse se trouve sous la voûte de l'hôpital civil de Grenoble, là où est caché le seul centre d'appel d'urgence pour les personnes sourdes, malentendantes et aphasiques de France. Oui, bonjour, c'est le 114, numéro d'urgence pour les sourds. Créé en 2011, le 114 est un service gratuit, disponible 24 heures sur 24. Il permet aux déficients auditifs de France et des DROMCOM, victimes ou témoins d'un danger, de contacter une équipe formée aux procédures d'urgence. Alors, l'équipe, elle comprend 22 agents de régulation
la moitié qui sont entendantes et la moitié qui sont sourds. Et tous sont formés à la gestion des personnes qui appellent. Tout l'enjeu, là, c'est quand quelqu'un appelle en langue des signes. C'est un agent sourd qui pratique la langue des signes de façon maternelle, on va dire, qui va communiquer avec un agent entendant qui pratique la langue des signes pour qu'il puisse transmettre les informations. Le deuxième agent au 15, au 17 ou au 18 en fonction de ce que c'est. Le requérant peut contacter le 114 par SMS ou sur l'application qui permet de renseigner son moyen de communication pour gagner du temps en cas d'urgence. Si la personne a téléchargé l'application du 114 dans son téléphone, elle peut nous appeler directement en visio. Donc on a la personne par caméra interposée et on peut communiquer directement en langue des signes. On a donc tous les deux la même langue. Et donc je vais pouvoir lui poser des questions pour obtenir toutes les informations précises pour pouvoir qualifier l'urgence et rapidement qu'on puisse rapidement contacter les effecteurs 15, 17, 18 selon la situation. Le service reçoit 80 appels par jour, dont 25 urgents. Pour un numéro d'urgence vitale, ces chiffres sont insuffisants. D'autant plus que 50% des personnes contactant le 114 ne sont pas concernées par le service. Ouais, il faut arrêter de nous envoyer des SMS, monsieur. Nous, on fonctionne qu'avec les sourds, d'accord ? Les personnes pour qui l'application est destinée, il y en a à peu près que 6% qui connaissent le 114. On sait qu'on devrait avoir au moins 10 ou 20 fois plus d'appels. En France, 7 millions de personnes sont déficientes auditives. Parmi elles, 450 000 sont en incapacité de téléphoner. Pour tous les autres, le numéro d'urgence est le 15. Attention à ne pas confondre le 114 avec le 115, qui lui est le numéro d'urgence sociale pour les personnes à la rue, par exemple. Et on accueille un invité béton dans le JT aujourd'hui. Attention, maître d'œuvre des travaux de rénovation de la Tour Perret, la première tour en béton armé construite au monde en 1925. François Botton et pas Béton, bonjour. Bonjour. Alors comment se porte actuellement cet édifice emblématique de la ville ? Alors pour utiliser une imagerie médicale, on va dire que le patient est toujours malade, mais il est sous contrôle. Pour illustrer cela, donc on a un certain nombre de capteurs, et par rapport aux travaux que l'on fait, si ça bouge d'1 millimètre, je suis réveillé par mon SMS sur le portable. Parce que c'est très fragile, hein, le béton armé. Disons qu'on va appeler ça du archéo-béton de 1924, donc la tour a 100 ans, et pour du béton, c'est très ancien. Et l'objectif, justement, pour ces 100 ans, c'est de la rendre accessible au public en 2025, après 65 ans de fermeture. Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous dans votre réflexion sur ces travaux de rénovation ? Alors déjà, bien la connaître, donc connaître l'ouvrage, dans la mesure où il a été abandonné littéralement pendant 60 ans. Donc fouiller les archives, la comprendre et diagnostiquer les défauts, les problèmes structurels dont la tour est atteinte. Et c'est un vrai défi technique, hein, la rénovation de ce patrimoine, en fait. Alors tout à fait, donc 100 ans, c'est ancien, c'est récent. Donc on va dire que le béton, c'est un petit peu comme l'âge des chiens, il faut multiplier par 7 si on veut comparer avec la pierre, donc, qui est beaucoup plus stable comme technologie. Donc les défis étaient à la fois la structure, dans la mesure où elle est en très mauvais état, elle penche, et par ailleurs, donc, tout ce qui est fonctionnel, comme les ascenseurs, doivent être rénovés pour livrer la tour en 1925 à la visite des Grenoblois et visiteurs. D'ailleurs, les ascenseurs qui sont en Suisse actuellement. Alors effectivement, donc, le parti a été de rénover les ascenseurs existants et non pas de les remplacer. Donc on a fait un appel d'offres pour trouver une entreprise capable de faire ce travail. Et donc les cabines ont été démontées, transportées en Suisse où elles sont actuellement en train d'être rénovées. Et on va les récupérer quand, ces ascenseurs ? Alors l'objectif, c'est la remise en service pour le centenaire, donc fin de l'année 1925. Vous pensez que le pari pourrait être tenu ? Elle va rouvrir cette tour Perret en 2025 ? Nous y croyons, donc c'est certain que l'essentiel sera fait. Donc des travaux annexes dans le parc ou sur la scénographie resteront à faire, dans la mesure où c'est des choses qui ont été lancées plus tard. Mais nous avons bon espoir de livrer la tour restaurée en 1925 pour le centenaire. Est-ce que c'est normal pour une rénovation telle que celle-ci, de prendre autant de temps ? Alors je vous ai dit, donc c'est un objet tout à fait particulier, première tour en béton au monde, qui heureusement était bien documenté,
Mais le temps, c'est comprendre, parce qu'il ne s'agit pas de faire des travaux pour les refaire quelques temps après. Donc bien comprendre, faire des essais. Et effectivement, comme ce sont des techniques très pointues, utilisant il y a pour les fondations le jet grouting, pour la conservation du béton, la PCCI, protection cathodique à courant imposé. On fait passer de l'électricité dans le béton. Tout ça, ce sont des choses très récentes, très nouvelles. Et donc, j'ai souhaité absolument, c'était une des conditions de ma participation à cette opération, de ne pas se lancer directement dans les travaux, mais faire des tranches d'essai. Donc, pour la structure, une tranche d'essai a été faite en 2021-2022. Nous sommes actuellement en train de tester la PCCI, donc l'électricité au service du béton. Et tout ça permet de sécuriser les choses et de ne pas prendre du retard plus tard. Donc, c'est plus un investissement qu'une dépense de temps. Donc, vous l'avez dit, hein, là c'est très minutieux, il ne faut pas que ça bouge d'un millimètre. On en est où des travaux? Qu'est-ce qui reste à faire concrètement là en un an? Alors, les travaux ont commencé en novembre. Donc, il y a eu du débarrassage, du nettoyage, de libérer les espaces, préparer les installations de chantier. Et donc, et surtout, la première phase principale des travaux, qui est celle qui est en cours actuellement, c'est de remplacer les fondations anciennes qui avaient des difficultés à supporter la tour par des nouvelles fondations. Donc, c'est le chantier qui est en train d'être fait. Il y a 40 colonnes de béton qui sont à réaliser sous la tour en sous-œuvre. On en est à 30 et il en reste 10, donc pour vous dire que ça avance bien. Et ce sont des travaux d'envergure pour lesquels la ville de Grenoble a lancé un financement participatif auprès des citoyens et des entreprises. Je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, François Botton. Merci de votre accueil. Dans l'agenda, l'avance-scène fait son cinéma. La 8e édition du festival À vous de voir ce vendredi à Saint-Égrève. Films français, italiens, américains et asiatiques pour les jeunes et les moins jeunes. Des avant-premières, des ateliers. L'événement vous promet de voyager partout depuis les fauteuils rouges. Pour la soirée d'ouverture, Catherine Deneuve illuminera l'écran de la salle noire dans le film américain Au fil des saisons, produit par Martin Scorsese. À Échirol, la compagnie Lamento présentera Tout ce fracas, une création née d'une recherche en immersion dans le milieu hospitalier autour de la réappropriation du corps par les patients et les soignants. Le spectacle animera la scène de la rampe La Ponatière ce vendredi à 20h30. Puis après 2 reports, le Théâtre en Rond accueille le spectacle Carole de la compagnie savoyarde D'aucuns disent. Hommage aux gens ordinaires, aux natifs de la montagne, à tous ceux que la simplicité rend exceptionnels. Cette comédie raconte l'histoire d'une jeune femme promise par son père à une carrière de skieuse, mais elle rêve de devenir actrice et quitte le cocon familial pour rejoindre la capitale française. Une comédie à la fois drôle, émouvante, pas si éloignée de la réalité. Enfin, si on parlait, Thibault Leduc vous propose de découvrir l'univers musical du rappeur, orateur et phrasiste et de revenir sur l'une des affaires criminelles les plus déroutantes de ces dernières décennies, le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, dont l'auteur vient d'être relâché malgré ses aveux. Si on parlait ce jeudi à 19h15 et vendredi à 12h15. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures sur Télé Grenoble. Excellente soirée à tous.